Ça vous dérange? Non, pas du tout. Non, bah voilà. Donc on en parle et puis on a un quiz, C'est nickel. ça? On en parle Vous... Bienvenue dans Scroll, l'émission où les jeunes décryptent leur monde en ligne. Aujourd'hui, on est avec une classe de Saint-Joël-Quedrade. Bonjour. On est avec Erika et Amélie. Oui. Vous allez bien? Oui, oui. Ça va. Nickel. Et on est avec Daniel Bonvoisin qui nous vient donc de Média Animation. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous présenter Média Animation? Oui, on est une association d'éducation aux médias. Donc nous, on travaille pour faire en sorte encourager les gens à regarder leur environnement médiatique de manière plus critique, mais aussi à s'approprier les médias pour eux-mêmes contribuer à l'expression citoyenne et à la contribution à des enjeux comme ceux dont on va parler aujourd'hui. Exactement, mieux comprendre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une thématique spécifique qui est l'environnement. Parce que vous faites partie d'une classe qui a une option en technicien d'environnement. Ouais, c'est ça. En quoi ça consiste? En gros, ça nous consiste à vraiment nous faire découvrir ce que c'est la nature et comment essayer de la protéger et vraiment toutes les problématiques qu'il y a autour. Ok. C'est des cours vraiment techniques alors? Oui. Donc on a des laboratoires dessus et on a aussi de la théorie. Cool. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, 2 ans. 2 ans. Donc vous avez commencé en première, en deuxième, troisième? Moi, ça fait de la 4e et la 5e. Donc. De la 4e à la 5e. Et toi aussi? Non, moi je suis en 4e. T'es en donc, 4e. C'est ma première année. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette option-là? Parce que je trouve que l'environnement, c'est un sujet vraiment fort pour l'instant, surtout à cause du changement climatique et tout ça. Et donc je voulais peut-être en apprendre un peu plus. Et côté pratique aussi, ça m'intéresse. Toi aussi? Non, c'est parce que je veux travailler dans les sciences et on voit beaucoup de sciences en environnement. Du coup, je me suis dit que c'était la meilleure option pour moi. Cool. Donc, on va parler d'environnement aujourd'hui. Vous avez sélectionné du contenu, comme d'habitude, que vous regardez, sur différentes thématiques qui sont liées à l'environnement. Et on va commencer par Erika avec une première vidéo, donc qui est sur ChatGPT, c'est bien ça? Ouais. On va regarder la vidéo et puis on en discute juste après. C'est parti. Il faut savoir que quand tu utilises ChatGPT, c'est comme si tu utilisais ton grille-pain pendant 1 minute, que tu consommais 1 millilitre d'eau. Tu as l'impression que c'est gratuit, mais pour la planète, ça a un coût non négligeable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative est partout. Mais quelles sont les conséquences pour la planète? Capgemini, qui accompagne les entreprises dans leur transformation, a mené une étude pour mesurer l'impact environnemental de cette nouvelle technologie en pleine explosion. Ce qui doit nous faire tendre l'oreille, c'est le fait que l'intelligence artificielle générative, elle est dans des usages dont on n'a même pas conscience. Elle est sur Instagram avec les filtres, elle est sur Netflix avec les recommandations de nouvelles séries, elle est sur Vinted. C'est une technologie qu'on pense être gratuite, mais qui en fait a un coût pour la planète. Comme on dit, there's no free lunch. C'est-à-dire que tout ce qui est gratuit, il y a quand même un coût caché par derrière. L'intérêt de cette étude, c'est de faire prendre conscience à tout le monde de ce coût environnemental, parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs de la chaîne de valeur ne sont pas transparents sur ce que ça implique. L'impact environnemental de l'intelligence artificielle générative, elle se fait à toutes les étapes. Pour faire tourner ChatGPT, il faut fabriquer des cartes graphiques. Chacune de ces puces consomme 700 watts, l'équivalent d'un petit chauffage. Pour créer ces cartes graphiques, il faut extraire du minerai. C'est très consommateur d'électricité, de gaz, d'eau. Une fois qu'on a transformé ce silicium en carte graphique, on va venir apprendre à la machine à parler comme toi et moi. Et on va venir charger ces centaines de milliers de cartes graphiques de données pendant des mois qui vont tourner à plein régime. Et ensuite, en utilisation quotidienne, c'est pas des centaines de milliers, c'est des millions, des dizaines de millions qui tournent tous les jours quand les centaines de millions d'utilisateurs de ChatGPT l'utilisent. Donc il faut s'imaginer la quantité d'énergie qui est consommée à ce moment-là
et aussi toute l'eau qui est utilisée pour les refroidir. Je suis très fier de cette étude parce qu'elle nous a permis de pointer une grosse source d'amélioration qui peut aider à sauver notre planète. Non, tout n'est pas foutu, il faut juste que tout le monde se retrousse les manches pour innover. Les fabricants de puces, pour faire des puces qui soient moins énergivores, les entreprises qui entraînent des modèles pour faire des modèles de plus petite taille, plus frugaux, les opérateurs de data centers pour aller vers des systèmes de recyclage fermés, consommer moins d'eau, et tout un chacun pour avoir une utilisation raisonnée grâce à l'information et la transparence fournie par tous les acteurs de la chaîne de valeur, pour qu'on puisse en bénéficier dans un mode durable. Génial. J'en profite pour dire bonjour à tout le chat qui nous regarde pour le moment. Bonjour Kim, qui aura une émission demain d'ailleurs. Salut Kim. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette vidéo-là ? Mais parce que je me sentais concernée, parce que j'utilise beaucoup ChatGPT et fallait que je sache quel genre d'impact ça avait. Donc du coup, quand tu es tombé sur la vidéo, tu l'as consommée parce que tu étais intéressé par l'information. Oui. Ouais. Toi aussi, tu aurais consommé ce genre de contenu ? Oui, je pense que ça m'aurait intéressé. Ouais. Est-ce que ça vous fait réfléchir sur l'impact écologique et sur la façon dont vous consommez ou vous utilisez l'IA ? Quand même. Oui. Ouais. Ouais. Vous l'utilisez moins depuis que vous vous posez des questions ou pas ? Un peu moins, oui. Un peu moins ? Ouais. Est-ce que, Daniel, est-ce que ce type de contenu et ce genre de médias influencent la manière dont on perçoit les enjeux environnementaux, etc. ? Oui, c'est sûr, parce que le format est court, il est rapide, il explique finalement très rapidement des choses assez complexes, donc le coût énergétique de ce genre de technologie. Donc de ce point de vue-là, pour moi, c'est un bon format si on veut prendre connaissance. Et donc si vous dites que vous avez modifié votre consommation en prenant conscience, peut-être pas à cause de cette vidéo spécifiquement, mais à cause de l'information, c'est que ce type d'information y contribue, quoi. Mais ça reste un résumé extrêmement simpliste, enfin simplifié, pas simpliste, de toute une série de choses. Et donc on peut aussi s'interroger sur ce qu'elle dit, en fait, cette vidéo. Il faudrait aussi peut-être s'arrêter sur 2-3 choses et parvenir à y réfléchir de manière peut-être un peu posée et mettre à distance certaines affirmations qui peuvent être non pas contestées, mais discutées en tout cas. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? En prenant le temps de réfléchir. Par exemple, ici, qu'est-ce que vous retenez, vous, de la vidéo essentiellement ? Que ça utilise beaucoup d'eau et j'ai fait quelques recherches dessus et que souvent les data centers ils sont dans des pays qui sont en stress hydrique et c'est de l'eau potable qu'ils utilisent et du coup l'eau elle n'est pas infinie et ça a un impact. Qu'est-ce que ça veut dire le stress hydrique ? C'est qu'ils ont beaucoup d'eau par exemple en Espagne ou bien dans des États aux États-Unis qui n'ont pas beaucoup d'eau. D'accord. Oui, ça c'est très intéressant, tu vois, parce que la vidéo elle laisse entendre que tu consommes 1 demi-litre d'eau chaque fois que tu utilises ChatGPT. C'est pas vrai. L'eau elle est toujours là, elle est chauffée, mais elle est bien utilisée par la machine. Et justement, ce que tu dis sur le stress hydrique, c'est bien là le problème. En fait, si ce genre de data center était mis dans des endroits où il pleut abondamment, il n'y aurait pas de problème en fait. Mais ça, ce que tu dis, c'est pas dans la vidéo. Donc il a fallu que tu fasses une recherche complémentaire pour mieux comprendre une affirmation qui, vue comme ça rapidement, serait entendue comme chaque fois que j'utilise ChatGPT, il y a de l'eau qui s'évapore ou elle est détruite, quoi. Ce qui est justement une explication assez simpliste. Donc c'est super que tu aies fait une recherche complémentaire, parce que ça te permet sans doute de mieux comprendre et de moins aussi te culpabiliser, parce que finalement, la faute, c'est pas parce que tu as utilisé ChatGPT, c'est parce que le data center est dans une région à stress hydrique et que les entreprises ont créé leur data center comme ça. C'est leur faute, en fait, d'une certaine manière. C'est un réflexe que vous avez beaucoup d'aller voir plus loin dans le contenu. C'est cette vidéo-là qui t'a amené à chercher plus loin ? Oui. Ouais. C'est quelque chose que vous faites naturellement ? Vous allez souvent voir plus loin, chercher d'autres informations ? Ouais, de temps en temps. Ouais. Toi aussi ? Oui, quand même. C'est un truc qui moi, m'étonne toujours. On a toujours l'impression de ce jeune qui va juste avoir du contenu et qui va le faire défiler. Et en fait, on se rend compte souvent que ce n'est pas le cas, quoi. Il y a un vrai esprit critique. Oui, d'une part. Et puis de deux, ce que tu dis, je trouve, révèle autre chose, c'est qu'il y a un préjugé, assez généralisé sur la manière dont les jeunes s'informent. Or, à Média Animation, on a fait des enquêtes là-dessus. On se rend bien compte aujourd'hui que s'il y en a bien qui sont bien informés, qualitativement, c'est plutôt les jeunes. En réalité, c'est plutôt les personnes plus âgées qui vont faire confiance automatiquement aux médias et du coup écouter sans forcément se dire que ça vaut la peine de compléter. Vous, quelque part, votre confiance, elle n'est pas encore établie, parce que vous êtes jeune, du coup, vous êtes méfiant et vous faites bien. C'est ça, la critique de l'information qu'on devrait faire tous et toutes, en fait.
Vous avez cette impression-là qu'on vous juge et qu'on se dit c'est des jeunes et que, du coup vous n'allez pas chercher plus loin. C'est l'information, c'est l'impression qu'on vous donne. Oui, souvent. Ben oui. Malheureusement, mais justement, je trouve que ce genre d'émission, et depuis que je la fais, je me rends compte que en fait, on est complètement à côté de la plaque et que vous êtes beaucoup plus critique que ce que nous on l'a été ou ce qu'on pense que vous l'êtes. C'est clair. C'est ça le lien qu'on peut faire entre éducation aux médias et environnement. C'est le fait d'aller justement chercher plus loin les informations, s'interroger sur le type de contenu qu'on voit et qu'on voit passer. En fait, le sujet environnemental et surtout la crise climatique dont tu parlais en introduction, on voit bien que sa grande difficulté, c'est qu'elle repose sur la science. Et la science, elle a des lectures du réel qui est souvent invisible. C'est-à-dire si on ne prend pas connaissance de ce que dit la science, on ne comprend pas la situation dans laquelle on se trouve. Et du coup, s'il y a bien un sujet, et la santé en fait partage avec l'environnement le même problème, c'est qu'on doit se réfléchir à qu'est-ce qu'on nous dit, comment on peut contre-réfléchir ce qu'on nous a dit, faire des recherches complémentaires comme tu l'as fait, pour se faire une opinion. Le problème, c'est qu'il n'y a évidemment pas une preuve comme ça qui va jaillir sur la table de tout ce qui est expliqué dans toutes ces vidéos. Parce qu'en plus, je trouve que la vidéo sur ChatGPT le montre bien. On voit bien que la question du réchauffement climatique et environnemental ne s'arrête pas uniquement au réchauffement climatique, à l'émission du CO2. Ils l'ont bien expliqué, c'est l'extraction des minerais, c'est la manière dont on place les usines. C'est extrêmement complexe en fait. C'est d'une complexité, c'est peut-être le sujet le plus complexe. Et du coup, que vous décidiez de vous y frotter, c'est aussi un signal un peu rassurant sur le fait qu'on est encore capable de réfléchir à quelque chose, sinon on a l'impression qu'on a perdu le contrôle. Quand vous avez commencé votre option, vous vous rendiez compte que c'était si complexe que ça, cette question-là? Non, du tout. Non. Vous avez appris vraiment beaucoup de choses et des choses concrètes que vous mettez en place maintenant ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Tu réfléchis, Rika? Je n'ai pas d'exemple là maintenant, mais je pense... Tu n'as pas d'exemple, mais non. Sûrement. Ouais. On va regarder maintenant la deuxième vidéo, celle d'Amélie, qui parle d'un koala. C'est parti. Alors c'est une vidéo qui a abondamment tourné sur les réseaux. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo-là? Parce que je vois que ça touche plus la population quand on voit vraiment qu'il y a un petit animal ou des animaux qui sont comme ça prisonniers et qui n'arrivent pas à fuir, quoi. Ça a plus d'impact? Oui. C'est ça, c'est l'impact émotionnel qui vient, qui dit... voilà, et le côté un peu sensationnel qui fait que c'est des images un peu difficiles à regarder, mais qui choquent. C'est ça aussi, comment est-ce qu'on peut expliquer justement l'impact émotionnel de ce genre de vidéo-là? Je crois que c'est assez simple. Enfin, je pense que la vidéo parle d'elle-même d'une certaine manière. Surtout que ce qui est particulier, c'est que c'est le koala, un des animaux les plus mignons qui existent. On devrait tous en avoir un chez soi, accroché comme ça au lit, à son lit, pour le caresser le matin. Il faut savoir que ça dort, je crois, 22 heures par jour. Donc, et donc déjà, c'est un animal mignon. En plus, il est porté dans une couverture, donc quelque part, il est un peu traité comme un bébé ou un petit enfant, ce qui rajoute à l'émotion. Il pousse des petits cris. Est-ce que c'est dans la vidéo? Est-ce que c'est rajouté? Il faudrait voir, qui le rendent encore plus désespéré. Et puis, on a les héros qui viennent le prendre et le sauver, quoi. Donc, tout est fait. Et puis, à ça se rajoute la musique, qui a été sans doute rajoutée. Parce qu'effectivement, les images ont beaucoup tourné, mais je trouve qu'il est intéressant
c'est que les images de base sont des footage, donc des images prises à la sauvette dans l'incendie. Ces vidéos ont été faites sur les images de base, donc si ça se trouve, c'est une vidéo qui est basée sur une autre vidéo, qui est basée sur une autre vidéo. Les images originales sont peut-être perdues dans le grand buzz, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Donc tu perçois, il y a un petit côté manipulation un peu, quand même, ou pas? Oui. On pourrait dire ça comme ça ou pas? Oui, mais enfin, je suppose que tu es bien placé pour le dire aussi, que tout est manipulation dans les médias, parce que, enfin, manipulation au sens, mauvais du je cherche à trafiquer les esprits, mais je veux dire, à partir du moment où on est militant, qu'on est sensibilisé à la cause, on se dit non, un chien, il faut que les gens bougent. Alors forcément, si on peut rajouter ce que nous offrent les médias, à savoir une palette pour justement appuyer sur les émotions avec la musique, du cadrage, du découpage, alors pourquoi ne pas le faire? La publicité ne s'en prive pas, le cinéma ne fait que ça tout le temps, donc pourquoi est-ce que la cause mérite peut-être les moyens d'une certaine manière? T'en avais conscience, toi, quand tu as vu la vidéo de ça, de l'environnement, pas seulement des images, mais donc de la musique, du cadrage et du... Je veux bien croire que ça a été retouché, mais le fond est quand même là. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai qu'on a mis un emballage autour, mais le contenu reste le même pour toi. Oui, je trouve quand même. Oui, enfin, on pourrait peut-être se rendre compte que le contenu n'est pas tout à fait le même, mais ce qui importe, c'est que l'information, on sait que de base, de fait, des koalas ont été menacés par l'incendie. Enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens, quoi. Chez nous, ce serait des écureuils. Donc, en soi, il n'y a pas un mensonge ou une manipulation. C'est juste énormément de sentiments qui ont été rajoutés sur un fait relativement divers. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans la vidéo, c'est qu'on projette sur elle quelque chose. Et ce qu'on projette sur elle, aujourd'hui, c'est que l'environnement part tellement en vrille que ça pourrait se produire souvent, que toute la nature est menacée, y compris les animaux auxquels on est le plus attaché, les pandas, les koalas, les dauphins, etc. Or, en fait, de base, des incendies de forêt, il y en a toujours eu, il y en aura tout le temps. Les koalas risqueront encore d'être engloutis par les flammes pour toujours, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on prend conscience, enfin, la conscience de la population ayant augmenté, du coup, une vidéo comme ça prend plus de sens qu'elle ne l'aurait il y a 15 ans, où ça aurait été totalement banal, d'une certaine manière. Tandis qu'aujourd'hui, on y voit le symptôme que ça va vraiment mal. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce genre de vidéo. Mais ça pose question qu'il faille toujours personnifier, mettre beaucoup d'émotions pour qu'on s'en rende compte. S'il n'y avait pas de koala tué, est-ce que du coup on se dirait bon, bah, c'est pas grave, ou pas, enfin, tu vois. Est-ce que ça a fait un choc chez vous, du coup? Parce que c'est ça qu'on cherche, en fait, c'est un choc visuel, au-delà du côté éducation climatique, quoi. Oui, quand même. Après, comme vous le dites, il y aura toujours des flammes, mais la plupart du temps, en tout cas pour l'instant, elles sont accentuées avec l'activité humaine et tout ça. Les émissions à effet de serre et tout ça. Ce que la vidéo ne montre pas. Oui, voilà, exactement. Mais que tu sais. Sous-entend. Que je sais, que j'ai fait des recherches dessus. Voilà. Oui, voilà. Ça. Mais il faut le savoir et il faut justement s'informer et le rechercher, quoi. Ouais. Donc ce genre de vidéo, elle se plug sur notre connaissance de la situation, sur notre émotion, sur les mouvements sociaux qui existent. Et du coup, une vidéo comme ça, elle prend d'autant plus de sens qu'il y a une sensibilité qui s'est accrue. Il y a 20 ans, c'était les ours polaires sur la banquise que l'on voyait fondre, qui était l'emblème de la lutte écologique en général. Aujourd'hui, effectivement, c'est les grands feux qui ont pris le relais, parce qu'ils opèrent une destruction totale sur l'environnement et sont une menace perçue réellement. Et d'ailleurs, l'étape suivante, et c'est ce qui s'est passé en Californie l'année passée, c'est les villes. En fait. Et peut-être c'est plus des vidéos de koalas qu'on sauvera, mais c'est des vidéos d'enfants qu'on a dû sauver et qu'on sauve peut-être déjà à cause de ces grands feux. Donc on voit aussi la chronologie des vidéos impactantes qui peut se voir, quoi. Oui, on voit que en fait, les vidéochocs comme ça ont aussi un intérêt au-delà du choc, etc. Donc ça a un intérêt pour élever peut-être les consciences. Mais est-ce qu'il y a un équilibre justement à trouver entre le choc visuel et l'éducation climatique, etc. Ou bien... Sans doute, parce que en fait, imaginons qu'on garantisse que les koalas survivent à tous les feux. Bon, c'est impossible, mais imaginons. Est-ce que du coup, on se mobiliserait plus? C'est ça le problème. En fait, on pourrait se demander quand même pourquoi il faut que des vidéos aussi
émotionnel circule pour que les gens prennent conscience. Alors sans doute que beaucoup de gens ont pris conscience sans la vidéo, hein. Mais c'est juste que par contre on peut se fédérer autour de la vidéo. Voilà. Ensuite le koala deviendra peut-être l'emblème de la lutte contre le réchauffement climatique en Australie. Tant mieux pour lui et tant mieux pour le réchauffement climatique d'une certaine manière. Mais effectivement, ce qui peut être frappant, c'est beaucoup plus compliqué de mobiliser sur ChatGPT et sa pollution que sur les koalas qui de toute façon font partie de ces contenus viraux. Les bébés, les chats, les koalas, les dauphins et les chiens rigolos. Donc forcément, ça, tout le monde aime. Donc c'est ça qui participe à la viralité. Ouais. C'est qu'on est là sur un espèce de plus petit dénominateur commun de toute l'humanité connectée, quoi. Fédérer, c'est un mot intéressant. Est-ce que vous, justement, vous partagez, vous discutez de ce genre de vidéos-là avec vos amis ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Vous les partagez sur les réseaux? Oui, très souvent. Et vous en parlez? Vous en parlez de quelle manière? C'est quoi qui vous vient? Souvent à l'école ou avec nos amis dans des discussions ou quoi. Parce que ça choque, quoi. On se dit quand même, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ça choque. Plus que les vidéos de ChatGPT, quoi. Ouais. On comprend pourquoi. Et c'est en même temps un comportement assez normal, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est bien pour ça. Enfin, c'est même le comportement, c'est ça, c'est le fonctionnement tout à fait évident de la manière dont on se mobilise émotionnellement sur des sujets. Oui. Nickel. Eh bien, merci beaucoup, Amélie et Erika. On va faire maintenant une petite séquence plus interactive. On va vous montrer 4 vidéos. Vous allez me dire si justement ce genre de vidéos-là, vous les consommez, si vous vous fédérez autour, est-ce que vous les partagez, est-ce que vous les commentez, etc. Ou pas. On regarde la première vidéo, c'est parti. C'est donc le Tu scroll. Et on va regarder une première vidéo qui est de Vakita. Voici ce qui se passe quand on jette son vieux téléphone. Trop souvent, il termine dans une décharge à ciel ouvert à l'autre bout du monde, comme une bonne partie des déchets électroniques européens et africains, alors que c'est une catastrophe environnementale et pour la santé humaine. Mais comment est-ce qu'on en arrive là ? Eh bien, c'est à cause de l'obsolescence programmée et de la course à la dernière technologie. Aujourd'hui, on produit presque 2 fois plus de déchets électroniques qu'il y a 15 ans. En 2022, on en a généré 62 millions de tonnes. Et pour vous donner une idée, eh bien avec ça, on pourrait remplir plus d'1,5 million de camions et faire une grande farandole tout autour du globe. Et devine quoi ? Eh bien, rapporté au nombre d'habitants, l'Europe est championne du monde des e-déchets. En moyenne, un Français produit même plus de e-déchets qu'un Américain ou qu'un Chinois. Cocorico. Le problème, eh bien la moitié de nos e-déchets ne sont pas recyclés. Vakita, c'est un média qui se veut écologique. Et qui traite de questions environnementales, etc. Est-ce que vous consommez ce genre de vidéo ou est-ce que vous la passeriez? Non, si. Non, oui. On rejoint un peu la première vidéo de Brut avec un montage et un format peut-être encore plus dynamique et plus rapide. Pourquoi est-ce que vous les consommez? Pour la même raison que la première vidéo de Brut? Ouais. Personnellement, je consommerais plus celle-là que celle de Brut. Pourquoi? Je trouve elle est plus animé, il y a des petits dessins, c'est plus adapté, je veux dire, à notre génération. Ok, ouais. Et puis c'est un sujet qui m'intéresse plus que ChatGPT, mais ça c'est personnel. Oui, mais on rejoint un peu dans le même traitement, non? C'est des informations qui sont données rapidement, et puis effectivement après, la même chose, on devrait peut-être aller plus loin pour rechercher, non? Ah oui, exactement, oui. C'est la même démarche, oui. Ok. Deuxième vidéo, une vidéo de reporter. C'est parti. Le nucléaire, il faut savoir que c'est vous qui le payez. Et vous le payez 2 fois. Vous le payez en tant que consommateur d'électricité et puis vous le payez aussi en tant que contribuable. Parce que EDF, son actionnaire principal, c'est l'État. L'État, c'est nous. Est-ce que le nucléaire va ruiner la France? C'est la question que Reporter s'est posée et a voulu explorer de fond en comble à travers un ouvrage qui paraît aujourd'hui. Les prix de l'électricité ont grimpé en flèche suite à la crise de 2022, plus 40% en 3 ans, c'est phénoménal. Et quelque chose me dit que ça ne fait que commencer. On nous demande d'électrifier nos usages et en même temps, cette électricité risque d'augmenter. Que va-t-il se passer quand on sera coincé avec des usages totalement électrifiés et un kilowattheure qui explosera? Enquêter sur le nucléaire, c'est toujours assez fascinant parce que vous avez des murs en face de vous. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Quand on subit des choix politiques très structurels, très forts comme ça, il est tout à fait légitime d'avoir envie de savoir et de donner la possibilité aux gens de s'informer sur ces questions-là. Alors, est-ce que vous consommez ce genre de vidéos? Un peu moins. Ouais. J'ai pas trop compris. Du coup, je...
Je crois que ce qu'elle cherche surtout à faire, c'est à justement aller plus loin et à vouloir lire l'étude que Reporter a créée sur l'utilisation énergétique de l'électricité. Mais donc, vous la consommez moins. Pourquoi? C'est dans le format ou c'est dans le fond? Peut-être que vous n'êtes pas la cible du tout de ce genre de vidéo là aussi. Ouais, sûrement. Peut-être un peu des deux, je trouve. Oui. La forme et le contenu. Oui. Bah, c'est un sujet très compliqué, parce que ce qu'elle explique est déjà complexe. Il faut comprendre quelle est notre place par rapport au coût nucléaire. C'est la situation française, c'est pas la même situation en Belgique. Elle parle bien d'une enquête sur quelque chose qui va prendre du temps à s'impacter. Donc on adhère moins facilement. Parce qu'il n'y a pas de koala, il n'y a pas l'accusation que ChatGPT, il faut moins l'utiliser. Il manque sans doute la prise facile. Pour attirer vers plus loin. Voilà, ou une spectatrice comprenne tout de suite le nœud du problème. Or, justement, c'est une introduction à tout un rapport, à quelque chose en plus très complexe qui mobilise plein de sciences différentes, aussi bien économiques que physiques. Donc, l'accroche n'est pas forcément faite pour nous avoir. Ouais. Une troisième vidéo? On regarde ça. Alors, vidéo très courte, faite par Vert, aussi un média écologique, mais donc là, qui appuie plus sur une touche culpabilisatrice, ou pas justement, du fait qu'on fait des efforts, mais qu'il y en a qui n'en font pas, quoi. Est-ce que vous regardez ou pas ce genre de contenu? Ouais, c'est plus court et c'est plus facile à digérer. Et je regarderai ça. Et là, de nouveau, il y a peut-être une accroche qui est plus forte, mais qui est justement encore plus simple, plus facile, non? Oui, d'autant qu'en plus on cible une population, enfin le monde people, enfin tu vois, les gens qui... Donc forcément, il y a déjà quelque part une prise qui pourrait d'abord être assez critique, parce qu'il faut réfléchir sur quel est l'impact global réel que représente ce qui est dénoncé là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo qui cherche plus à créer du mouvement social autour de l'enjeu climatique qu'à dénoncer un phénomène scientifique en tant que tel. Donc on est plus sur des vidéos qui, à mon avis, alimentent l'engagement que certains que vous faites sans doute sur l'environnement. Donc, on comprend que quand on est engagé, ce genre de choses mobilise, quoi. Exactement. Une quatrième vidéo? C'est parti. Copenhague récompense désormais les visiteurs engagés pour la planète. Avec le programme CopenPay, les touristes qui choisissent des modes de transport durables, comme le train, et qui prolongent leur séjour au-delà de 4 jours, peuvent accéder à de nombreux avantages. En faisant un geste pour le climat, ils obtiennent des contreparties concrètes. Location de vélo gratuite, repas végétariens offerts, visites culturelles à tarif réduit ou encore cours de yoga. L'objectif de la ville est clair, encourager un tourisme plus responsable, notamment dans le secteur des transports. Le programme débutera le 17 juin et durera 9 semaines, avec la participation de 90 établissements à Copenhague et dans ses environs. Alors on voit déjà que la forme est vachement différente du reste. Est-ce que vous consommez ce genre de contenu? Oui. Bizarre parce que justement pour moi il était plus lent et avec une voix plus posée, etc. Mais qu'est-ce qui vous attire alors vers ce genre de contenu? Je trouve qu'ils font quelque chose pour sauver la planète. Ils mettent en place quelque chose pour que les gens soient intéressés. Et alors à ce moment-là, c'est plus quelque chose de matériel qu'ils offrent en retour. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent les gens ils pensent au matériel. Et donc je trouve que ça les attire, ça les sensibilise plus que si on faisait une vidéo. Ok, donc c'est plus vraiment le fond de l'information qui t'intéresse, quoi. Et toi aussi? Pardon? Toi aussi? Oui. Tu la regarderais aussi si elle tombait dans ton fil? C'est vrai, c'est intéressant parce que je pensais pas que ça allait être le cas, moi, justement, du point de vue de la forme. Oui, j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus forcément le public cible. Enfin, je ne sais pas si vous passez toutes vos vacances à faire des city trips en vélo, mais si c'est le cas, très bien. Hein, mais j'ai l'impression qu'ils visent plutôt une classe moyenne, plutôt adulte.
Puis, bon, pour moi, c'est typiquement ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire on va mettre un vernis écolo sur de la vente, en fait, parce que finalement, qu'est-ce qui est derrière? C'est la ville de Copenhague, avec sans doute ses chaînes hôtelières, ses restaurants, qui tiens, comment est-ce qu'on va fidéliser le public? Jouons sur la fibre environnementale que Copenhague a, hein, donc ça, il ne faut pas la nier. Mais je trouve marrant qu'au milieu de transport en commun, vélo, se glisse le yoga, comme si le yoga était plus écolo que le ping-pong, quoi. Donc il y a quand même un truc à un moment donné. Et puis la musique qui va avec, on a l'impression d'être dans un spa. Donc pour moi, on est dans un emballage. Parce que quel est le vrai impact climatique au fond? On pourrait se questionner. Est-ce que c'est pas... On pourrait même aller jusqu'à dire que ce genre de tourisme donne bonne conscience à ceux qui le pratiquent, mais que ça ne change pas le cours des choses, qui est quand même assez dramatique pour l'instant. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire des stratégies commerciales et de publicité qui font qu'on s'insère dans l'ambiance environnementale, on va dire, et écolo, pour finalement continuer à faire le commerce comme avant. On va en parler d'ailleurs ensuite du greenwashing. Merci Erika et Amélie. Et on va accueillir nos 2 autres élèves, Léa et Shanice. Alors, Léa et Janice qui vont donc nous présenter 2 autres vidéos, toujours sur des questions d'environnement. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors la première vidéo qu'on va regarder, c'est celle de Léa, donc, qui est présentée par Thomas Pesquet. On va voir ce qu'il a à nous dire. C'est parti. On voit, bien sûr, on voit les traces néfastes de l'activité humaine, que ce soit la pollution des rivières, de l'atmosphère. On voit les conséquences du réchauffement climatique, les phénomènes climatiques extrêmes, les feux, les ouragans. Ça, on est malheureusement aux premières loges depuis l'espace, que ce soit nous, avec notre vision humaine depuis la station spatiale, ou par les flottes de satellites qui auscultent tous les jours notre planète, on pourra conclure que la situation, malheureusement, ne va pas très bien et qu'il faut agir pour protéger notre planète. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo? Parce que moi, ce qui m'a étonnée, c'est que comme il explique, de l'espace, on voit les impacts de tout ce qui est la pollution et tout ça. Enfin, on voit ça de là et je trouvais ça franchement étonnant, choquant. Est-ce que pour toi aussi, le fait que ce soit Thomas Pesquet qui le dit, ça a une importance Moi, pas personnellement, mais je pense qu'il a beaucoup de fans et beaucoup de gens qui le suivent dans son histoire. Et je pense que ça peut amener des gens, des plus jeunes ou peu importe qui, à plus l'écouter lui que si c'était seulement un écolo qui viendrait parler, quoi. Mais c'est pas forcément le cas pour toi? Tu t'es pas dit, tiens, c'est Thomas Pesquet qui le dit pas plus que ça. Pas plus que ça. Est-ce qu'il y a pour vous, justement, est-ce qu'il y a une influence écologique, quelque part, qu'on pourrait vraiment catégoriser comme ça ou pas? Est-ce que vous voyez... Je sais pas vraiment. Je pense oui. Mais c'est rien de très concret, je trouve. Ok. Est-ce que pour toi, ça a aussi plus d'impact quand c'est un influenceur ou quelqu'un qui a... Non, pas vraiment. Non, pas ça vraiment. Ça change pas grand-chose. C'est fou. Moi, je me disais justement que voilà, si qu'il y avait des influenceurs, vraiment écologiques et que ça avait plus de poids parce que c'était Thomas Pesquet qui le disait, quoi. Ça maintenant, c'est vrai que oui, ça aura peut-être plus d'impact, mais il y a quand même beaucoup de célébrités qui en parlent et il y en a beaucoup aussi où c'est que des mots, ils ne font rien derrière. Ici, oui, Thomas Pesquet, il fait quelque chose derrière. Il y en a d'autres comme Leonardo DiCaprio, je crois qu'il fait aussi beaucoup pour l'écologie. Mais à part ça, il y en a beaucoup qui en parlent mais qui ne font pas grand-chose, quoi. Oui. Ça n'a pas plus d'importance ou d'influence quand c'est Thomas Pesquet qui le dit? Si, certainement, pour une partie de la population qui n'est pas vous, en fait, puisque vous êtes déjà a priori sensibilisé à la question. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'exemple ici, c'est que c'est l'anti-koala. C'est-à-dire que le koala, c'est l'animal, il est atteint par l'incendie, du coup, on s'en inquiète. Thomas Pesquet, du fait qu'il est astronaute, constate le réchauffement climatique visuellement. En fait, c'est le témoin visuel qu'on n'a pas ici sur la planète, en somme. Donc, quelque part, il dit, voilà, le réchauffement, c'est réel, la crise environnementale est réelle, je la vois. Et c'est toujours un peu ce truc, et d'ailleurs, les vidéos, c'est pas un hasard qu'on parte du format vidéo,
On a toujours ce besoin, visiblement, dans l'histoire humaine, d'avoir des preuves de ce qu'on avance. C'est ce qu'on disait au début, la science décrit un phénomène qui est invisible, et donc toutes ces vidéos cherchent à visibiliser ce qui est invisible. Et donc Thomas Pesquet, du fait de son changement d'échelle, de hauteur, constate et le dit. Et du coup, ça a un impact. Maintenant, le problème est peut-être aussi que ça a un impact très superficiel, parce qu'en fait, il amène pas beaucoup de commentaires scientifiques, ni même d'appels concrets à faire quelque chose. Il dit juste, oui, la crise est là, il faut qu'on s'en inquiète, point, d'une certaine manière. Ensuite, s'il avait plus de temps, il aurait certainement des choses à dire, c'est pas ça. Mais la vidéo en tant que telle, elle est un peu... De ce point de vue-là, elle reflète un point de vue qui est sans doute partagé par déjà beaucoup de gens. Donc peut-être que ça impacte des autres personnes, sans doute. Oui. Mais comparé à la vidéo précédente qui présentait une étude, etc., j'ai l'impression que ça a plus d'impact pour vous que vraiment, justement, un article, quelque chose de plus construit et de fond. Parce que ça cet impact plus efficace et plus vidéo, direct. Le format vidéo. Oui, le format vidéo et le fait que ce soit Thomas Pesquet qui donne une information justement plus visuelle et plus courte et plus rapide. Pour autant qu'on connaisse encore Thomas Pesquet, parce qu'en fait, pour moi, c'est une personnalité qui est liée à quelque chose qui finalement commence à dater. Les astronautes se remplacent les uns les autres, donc il y en aura toujours. Mais je veux dire, je ne suis pas sûr que pour le public le plus jeune, Thomas Pesquet, ça saute aux yeux de savoir qui c'est. Ni même qu'on comprenne, en fait, dans la vidéo, qu'il a vu tout ça du haut. Je crois que c'est un sous-entendu qu'on comprend parce que c'est Thomas Pesquet, mais pour moi, c'est une vidéo qui va très mal vieillir, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si vous le connaissez, d'ailleurs. Je suis d'accord. Okay. Vous le connaissez très bien. Vous le connaissiez ou pas? Moi, Thomas non. Pesquet? Non. Moi, non. Ok, donc ça confirme vraiment ce que tu dis. Oui, clairement. Ok. On va passer à la vidéo de Shanice. Et donc, c'est une vidéo qui met en scène Trump. Ouais. On regarde ça et puis on en parle. The biggest warming problem we have is nuclear warming. So they talk all the time about the ocean will rise in 500 years, 1/8 of an inch. Who the hell cares? Ok. Tu peux nous dire déjà pourquoi tu as choisi cette vidéo? J'ai choisi cette vidéo parce qu'on peut bien voir que Trump s'en fout totalement du réchauffement climatique alors que c'est le président. Donc il devrait quand même avoir un avis logique et important par rapport à ça. Donc pour toi, il y a un caractère un peu dangereux dans la vidéo parce que... Oui, il va influencer toute la population de son pays. Parce que c'est une figure d'autorité, parce qu'il est président. Ouais. Donc ça a vraiment une espèce d'influence parce que c'est une figure d'autorité sur l'opinion publique, c'est bien ça? Oui, selon toi. Ouais. Oui. Ah oui, pour moi, oui. Ok, et c'est comme ça qu'on peut le comprendre aussi? Oui, alors c'est sûr. Moi, je trouve ça très effrayant parce que c'est le président des États-Unis, première puissance économique, qui est supposé mettre en œuvre toutes les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, qui dit qu'il n'y croit pas, que ça n'a aucune importance. Et de toute façon, lui, il va continuer à forer du pétrole parce que c'est super. Donc, en fait, moi, je comprends très bien que cette vidéo interpelle parce qu'en fait, c'est une nouvelle étape dans l'histoire de la lutte contre le réchauffement climatique. Jusqu'ici, en fait, il a surtout fallu sensibiliser la population à l'existence du phénomène. On avait des gens qui n'y croyaient pas ou qui étaient en résistance, mais chaque fois que la science ou qu'un événement climatique important subvenait, finalement, on a l'impression qu'on gagnait en légitimité du combat. Et puis, on a là un mouvement politique dont Trump est l'émanation, qui gagne les élections, parce qu'il faudrait voir de quand date la vidéo, si c'est avant les élections, genre un discours de campagne, ou bien après les élections, probablement plutôt un discours de campagne, et qui gagne probablement les élections en disant « moi je m'en fiche ». Donc c'est un peu, vous voulez vous en ficher, venez avec moi, on fait comme si de rien n'était, nous sommes des autruches, on s'assume. Et ça c'est effrayant, parce que du coup c'est plus des gens qu'il faut convaincre, c'est des gens qui décident ouvertement de se voiler la face ou de dire c'est pas notre problème, ce sera celui de nos enfants, ce qui est terriblement cynique. Donc pour moi ce genre de vidéo peut même, fait très peur d'une part, mais peut aussi aider à se mobiliser en se disant voilà, maintenant on a un adversaire politique, c'est pas juste des innocents qui savent pas, c'est des gens qui sont contre nous, si on est du moins dans une sensibilité environnementale, quoi. Donc pour moi cette vidéo est un bon exemple d'une nouvelle donne politique en fait, dont il faut tenir compte.
Mais il y a quelque chose quand même qui me pose question. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes peuvent croire et adhérer à ce qu'il dit Bah oui. dans la vidéo? Parce que ce qui est fou dans la vidéo, c'est que justement, il n'y a pratiquement pas de travail journalistique, il y a juste l'extrait. Et donc, nous, on le voit avec notre prisme en se disant c'est complètement fou ce qu'il dit. Alors que peut-être que d'autres personnes peuvent voir exactement la même vidéo et se dire je suis complètement d'accord, quoi. Bah oui, ça m'étonne pas. Chacun a sa manière de penser, je veux dire, mais faut pas se mentir à soi-même. Les faits sont les faits. Donc il y en a qui vont croire à ce qui est faux, comme il y en a qui croient que la Terre est plate, mais c'est pas forcément juste. Oui, mais il faut avoir les bonnes informations, justement. Bah oui. Et pour aussi interpréter cette vidéo-là, parce que vous l'interprétez de cette façon-là, parce que vous êtes sensibilisé à ces causes-là, que vous avez eu des connaissances et des cours, etc. Mais je pense que d'autres personnes peuvent le voir et l'appréhender d'une autre manière, non? Oui, sûrement. Bah, pour moi, dans la galaxie Trump, ce genre d'extrait n'est pas vraiment de la désinformation, alors, parce que par ailleurs c'est faux, les 500 ans sont certainement pas à 500 ans, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le cynisme qui est totalement affiché. C'est de dire, le phénomène arrive, ça ne nous concerne pas, on sera mort, donc votez pour moi. Et ça, c'est vraiment le plus inquiétant, parce qu'alors il n'y a même plus besoin, on n'est plus dans une question de convaincre ou pas, on est dans une question de savoir mobiliser sur la responsabilité qu'il faut avoir aujourd'hui pour sauver demain. Et c'est ça tout l'enjeu est très compliqué avec l'écologie, c'est qu'on sait bien qu'on doit faire un effort aujourd'hui, alors que la catastrophe n'est pas encore là, si on peut dire, à des degrés divers évidemment, pour plus tard. Et c'est ça le pari environnemental, et c'est ça que ce genre de vidéo conteste sur même la pertinence de faire ça. C'est ça qui est super violent en fait dans cette approche. Et le problème c'est que une fois qu'un président des États-Unis dit ça, ça ouvre la voie pour que d'autres le répètent. Et donc on aura aussi ici ce genre de calcul cynique, on l'a déjà d'ailleurs, sur arrêter l'essence ou pas, enfin ce genre de choses. Il y a des résistances au nom de ça sert à rien. Ou maintenant ce qui s'installe beaucoup, c'est déjà foutu. Donc autant continuer. Donc voilà. Donc là-dessus, évidemment, le problème c'est que ça démotive. Et c'est ça le risque. Est-ce qu'il y a aussi des recommandations sur la manière dont on peut aborder justement les contenus climato-sceptiques ou bien les fake news? Parce qu'il y en a beaucoup aussi sur le climat. Oui, on pourrait. Il y a toute une écologie de l'information qu'il faudrait avoir tout le temps, se méfier des sources, se méfier des billets. Ici, c'est typiquement une vidéo, un discours politique, pas la vidéo, mais le discours politique qui cible des gens dont le biais est j'ai pas envie que ça change, celui-là me le dit, donc je vote pour lui. On va faire simple. Mais sinon, plus globalement, toute la désinformation du monde est déjà à l'œuvre sur le réchauffement climatique. La question aujourd'hui, c'est comment on peut mobiliser les médias pour contrer ce discours-là. Parce que pour l'instant, il y a un peu un effet de sidération. On voit les gens dire des choses horribles et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? En fait, l'étape sans doute à venir, c'est de se réarmer. Et les médias servent à ça, potentiellement, à remobiliser les populations pour lutter contre les crises environnementales et pas juste laisser faire un monde qui semble avoir pris la décision. On y va, comme le ChatGPT d'une certaine manière, le numérique qui explose les consommations électriques, en se disant que finalement on n'a pas de résistance, donc autant y aller. Donc c'est sans doute un moment où il faut se remobiliser pour contredire ce genre de discours qui pour l'instant domine malheureusement. Comment? En commentant, en partageant, produisant soi-même des contenus et en trouvant ce qui sensibilise les gens sur leurs responsabilités d'aujourd'hui en fait. Est-ce que vous commentez ce genre de vidéo ou pas? Moi, je commente jamais, donc non plus. Non. Mais oui, c'est peut-être ce qu'on devrait être amené à faire. Donc du coup, à créer du contenu. Comme moi, j'ai du doute sur la force du commentaire. Par contre, les contre-contenus et aussi reprendre l'initiative, en fait. Parce qu'actuellement, le discours celui qui résiste à l'idée qu'il faut faire des efforts, à la main, quoi. C'est actuellement l'ambiance, alors qu'il y a 4 ans, on était dans un tout autre... Donc ça peut aller assez vite aussi, on peut vite basculer d'un coin à l'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on se dit, ça va passer, c'est l'orage, Trump et consorts, et ça va passer, c'est pas forcément un bon calcul. Le risque, c'est que ça s'installe. Oui, c'est ça. Il y a toute une question dans les médias, pour le moment, sur le fait ou pas d'être sur les réseaux, sur le fait ou pas de mettre du contenu sur TikTok, etc. Mais je pense qu'on a intérêt à le faire, justement, pour ne pas laisser le contenu à ceux qui créent du contenu qui va justement dans un sens contraire de celui qu'on voudrait avoir.
Et je crois que c'est aussi notre force, du coup, d'aller créer du contenu et d'amener des choses qui sont véridiques et qui sont aussi tout près de nous. Donc voilà, la petite parenthèse, un peu chauviniste, mais voilà. On va passer à une petite séquence quiz. Okay. Je vais vous poser des questions, vous proposer chaque fois plusieurs choix. Évidemment, ça parle d'environnement. C'est parti pour le quiz. Alors, quelle est pour vous la distance moyenne parcourue par une donnée numérique, que ce soit un email ou un téléchargement? La distance qu'elle va parcourir. Est-ce que c'est 150 km, 1500 km ou 15 000 km? 1500 Je dirais 150. 150. J'ai 15 000. 15 000. C'est 15 000. 15 000. Bien joué. Bien joué. Oui, c'est un chiffre quand même étonnant. Du coup, vous n'avez pas osé aller jusque-là parce que vous dites que c'était trop. Oui. Ouais, mais pourtant, c'est énorme. Un point pour Daniel. Si Internet était un pays, à quel rang mondial se placerait-il en termes de consommation électrique? Au 6e rang, des pays qui consomment le plus d'électricité, donc, au 12e rang ou au 24e rang? Au 6e rang, je dirais aussi. 6e? Oui, je valide. Au 6e, exactement. Nos usages d'Internet au quotidien consomment énormément d'énergie et donc Internet arrive à la 6e place derrière la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde, la Russie et juste avant l'Allemagne. C'est quand même énorme le poids que ça a aussi. Mais on revient à cette question de ChatGPT, de l'utilisation. Est-ce que vous vous interrogez aussi sur la façon dont vous utilisez Internet et votre smartphone, etc., et sur l'impact que ça a écologiquement, ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Vous n'allez pas utiliser moins TikTok parce que ça consomme plus de données, etc., quoi. Malheureusement, non. Non, je comprends. On devrait, aussi. Mais bon. Oui, mais en même temps, on revient à cette question pas forcément de l'usage, mais de la façon dont sont construits les réseaux, les databases, etc. Pour moi, ce qui manquait dans la vidéo de Combini, c'est ils expliquent d'un côté, il faut compter sur la bonne volonté des entreprises, du secteur privé, et que les gens utilisent de manière raisonnée. En fait, ils oublient un acteur, c'est les États. En réalité, ces entreprises, elles peuvent être sous contrôle. Donc, le truc, c'est que l'économie numérique, elle est actuellement totalement libéralisée. Il n'y a pas de contrôle. Et donc, en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. En termes de data center, si on mettait des normes, c'est possible en fait d'envisager que l'Internet respecte et ces technologies respectent des normes. Et ça, on en parle très peu. Et ça illustre pour moi très bien l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui, où d'un côté, on pense que certains, on doit avoir la bonne volonté de faire des efforts, mais on leur demande de le faire gentiment. Et puis nous, consommateurs, consommatrices, devrions faire des efforts qui en réalité ont très peu d'impact, il faut quand même le voir. Et au final, on oublie que collectivement, on a le pouvoir d'imposer à ceux qui polluent d'arrêter de polluer. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très peu en réalité. Oui. Ça devrait plus avoir de place dans les médias, justement. Oui. On va essayer. Alors, dernière question. Chaque heure dans le monde, 10 milliards d'emails sont envoyés. Combien d'allers-retours Paris-New York ça représente en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Donc, en chaque heure, les 10 milliards d'emails, ça représente 2 000 allers-retours, 4 000 ou 6 000 allers-retours? Ouais, je dirais 4 000 aussi. Ouais, je vais rester sur 4 000. Bonne réponse, pas pour tout le monde. C'est ça. Donc, ça représente vraiment 4 000 allers-retours Paris-New York, autant que 15 centrales nucléaires qui tournent pendant 1 heure. C'est aussi... on revient à la même question du coup précédente, mais c'est quand même des chiffres qui interpellent. Oui, enfin, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est des chiffres, je trouve, toujours un peu fallacieux, parce que justement, c'est une bonne manière de mobiliser, parce qu'on dit, voilà, regardez, c'est une métaphore en fait, bon, forcément. Mais par contre, à trop utiliser ces métaphores, on oublie parfois d'expliquer les choses de manière plus complexe, mais qui permettent parfois d'agir. Par exemple, qu'une usine, enfin un data center, n'est pas un autre data center, selon qu'il soit alimenté par du photovoltaïque et qu'il puise dans de l'eau qui est largement à disposition, ou selon qu'il fonctionne au charbon et qu'il puise dans de l'eau volée à des agriculteurs. On est dans deux situations totalement opposées. Et donc rien ne dit, quand on utilise un mail qui fait 15 000 km pour arriver ailleurs, on ne sait pas dans quel data center ça va. On ne sait pas en fait.
en réalité, et on ne saura pas. Et même les entreprises qui le font ne seraient même en peine de le dire. Donc ça montre bien que la question, elle n'est pas tant ce que ça consomme que comment l'énergie est produite en fait, et quelle politique est mise en place pour la gérer. Et c'est de nouveau le sujet dont on parle assez peu. Quelle politique pour gérer le numérique devrait être mise en place plutôt que de se dire « oulala, ça consomme énormément et finalement c'est notre faute parce qu'on a envoyé trop de mails », ce qui est absurde. Oui, mais c'est vrai que c'est fou qu'on peut même se poser vraiment la question aussi de comment sont formulées ces quiz et les questions. Parce que ces questions, j'ai été les chercher sur un quiz qui était en ligne d'un site qui s'occupe de questions environnementales, etc. Et c'est vrai que la façon dont elles sont formulées, c'est aussi, on peut s'interroger sur cette manière-là, sur les métaphores et sur... voilà. C'est un bon exemple de ce que c'est que la communication. On a toujours besoin de métaphores et de messages simples qui impactent. Et donc, ces questions ne sont pas nulles. Elles illustrent le coup qu'on ignore. Donc ça, elles ont du coup un bon rôle éducatif. Mais par contre, à trop simplifier, on oublie la complexité. Or, on se doute bien qu'on ne s'en sortira pas sans la complexité. Donc si c'est le prémisse à un engagement, super. Si ça devient une vraie solution, alors bizarre. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et on va accueillir maintenant Dorian et Élodie, nos deux derniers élèves qui nous ont également préparé des vidéos. Venez vous installer. Donc, bonjour Dorian, bonjour Élodie. Vous allez bien? Bonjour. On va commencer par la vidéo de Dorian qui s'intitule « Sauver la planète ». On la regarde et puis on en parle. C'est parti. Arrêtez de vouloir sauver la planète. C'est pas la planète qu'on essaie de sauver, c'est nous. On agit trop comme si tout tournait autour de nous. Mais c'est pas le cas, la Terre elle s'en fout de nous. Elle a déjà survécu à des astéroïdes, des volcans, des périodes glaciaires et même à la saison 8 de Game of Thrones. Si on disparaît, elle s'en remettra. Dans 1 million d'années, la Terre aura déjà retrouvé un équilibre. Ce qu'on essaie de sauver, c'est pas la planète. C'est nos gosses, notre confort, notre bouffe, notre santé, c'est notre civilisation. Mais sans tout ça, on est foutu. On vit comme si la planète était jetable. On détruit les sols, l'eau, les océans, les forêts. Pourquoi? Pour acheter un t-shirt Shein à 3 €, pour faire du Nutella ou pour envoyer Katy Perry dans l'espace. On vit pas avec la planète, on vit contre la planète. Donc le vrai enjeu, c'est pas de sauver la Terre, c'est d'apprendre à y vivre durablement. Repenser comment on consomme, comment on produit, comment on se déplace, comment on s'habille, comment on mange. Tout ça sans dépasser les limites de la planète. La planète a pas besoin de nous, mais nous, on a que cette planète. Alors, tu veux sauver la planète ou tu veux sauver ta place dessus? C'est marrant parce que justement cette vidéo s'interroge sur la formulation du coup, de comment on peut, de la différence entre sauver l'humanité ou sauver la planète. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo-là? Déjà parce que je trouve qu'elle est attractive déjà avec ses animations et aussi qu'elle a une pointe d'humour par exemple quand elle a fait avec Game of Thrones là. Oui, une petite parenthèse qui, ok. Ouais, c'est ça qui t'a attiré? Oui, c'est un aspect visuel et à la fois humoristique je dirais. Ok. Toi, tu l'aurais regardé aussi, cette vidéo? Oui. On peut comprendre pourquoi. Est-ce que tu penses que ce changement justement de formulation peut t'amener aussi à changer ta manière d'agir, toi? Ça t'a impacté de cette manière-là? Oui, disons qu'au début, on aurait dit il disait que la pollution, c'est pas grave, que ça s'arrange tout seul, mais ensuite, il explique quand même qu'il faut agir. Oui, bien sûr. Et donc, ça te pousse à agir aussi? Oui, quand même. Ok. On parlait de formulation, justement. Pourquoi est-ce que les formulations comme sauver la planète, c'est devenu une formulation qui s'est vraiment répandue plutôt que de justement sauver l'humanité? Sans doute parce que c'est plus facile de dire qu'on doit sauver quelque chose que de se sauver nous-mêmes. Donc du coup, cet angle-là, je le trouve intéressant parce qu'effectivement, il déconstruit le slogan. Et c'est vrai qu'on réfléchit 2 secondes, la planète elle sera toujours là quoi qu'il arrive. Voilà. Probablement que de la vie dessus, peut-être pas à nous, mais bon. Donc je crois qu'en fait ça relève de cette histoire dont on parlait tantôt, les ours polaires, les glaciers. Et donc on a toujours eu l'impression que l'écologie elle servait à sauver la nature comme étant un truc extérieur à nous qu'il fallait préserver. Et le calcul de dire que sans la nature, nous ne sommes pas capables de continuer à vivre comme on l'est, c'est assez récent. Toute la vibe écolo des années 70-80 était beaucoup plus sur la préservation en fait, de l'environnement que la préservation du mode de vie ou son évolution. Et c'est ça qui rajoute une couche de complexité, mais ce que je trouve intéressant dans cette vidéo, c'est qu'en fait, elle montre qu'aujourd'hui, on sait le dire vite et de manière efficace, ça.
chose qui n'était pas forcément aussi facile à dire, à mon avis, encore 20 ans, pour que les gens comprennent. Donc pour moi, elle correspond assez bien à l'état d'esprit qu'on aurait aujourd'hui si on est sensible à ces causes, qui est de comprendre qu'en fait, c'est l'organisation sociale qui est à la fois à préserver et qui est la cause du problème. Donc pour moi, ça montre qu'on peut amener des messages relativement simples sur des sujets relativement complexes aujourd'hui, parce qu'on sait déjà une partie des choses que la vidéo nous dit. Oui, avec une forme aussi qui est plus attirante et donc plus rapide aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et puis le clin d'œil pop culture. Hein. Bon, ensuite, est-ce que la saison 8 est vraiment si mauvaise? Le débat est ouvert. Moi, je n'ai pas trouvé. Je trouvais qu'elle était bien. Oui, moi je trouve aussi, en fait, finalement, hein, on peut le dire. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, l'aspect politique n'est pas là. C'est-à-dire, c'est de nouveau le mode de vie qui est questionné. Donc c'est un peu, il faudrait qu'on arrête de manger du Nutella ou d'acheter de la fast fashion. Alors qu'en fait, quand il dit on vit comme ça c'est pas vrai. Les gens ne veulent pas acheter du Nutella, ils ne veulent pas acheter des t-shirts polluants, ils veulent payer moins cher. C'est pas la même chose. Du coup, ça transforme en culpabilisation un comportement qui est induit en fait par le système marchand qui nous entoure. Donc c'est toujours un peu le problème, je trouve, c'est qu'à un moment donné, la prise de conscience est super, mais après, si la réponse c'est de dire on doit changer nos comportements, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je dis on oublie toujours de nouveau, il faut changer la manière dont on produit, la manière dont on consomme, c'est la phrase, mais il ne dit pas la manière dont on décide comment on produit. Et donc il y a de nouveau cette idée qu'on n'est pas des acteurs collectifs capables d'impulser du changement, on doit juste avoir un bouleversement moral et ça suffirait à sauver la planète et nos sociétés en l'occurrence. Pour moi, c'est quelque chose qui manque de nouveau parce que ça va trop vite. Donc la vitesse c'est bien, mais à un moment donné, si on veut être complexe, voilà. En parlant de fast fashion justement, la vidéo que tu nous as choisie, Elodie, parle de ça. Oui. On la regarde? Ok. C'est parti. Quels sont les dégâts de la fast fashion? L'industrie de la mode représente la deuxième source de pollution mondiale et nous consommons en moyenne 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans. Pour comprendre ces dégâts, en chiffres, cela représente 1,2 milliard de tonnes. C'est l'émission de gaz à effet de serre dont est responsable l'industrie de la mode et spécifiquement la fast fashion. C'est plus que les transports aériens et le trafic maritime réunis. 10 kilos de textile. C'est en moyenne ce qu'un Français achète chaque année selon un rapport de Greenpeace. 11 000 litres d'eau. Selon l'ADEME, c'est ce qu'il faut pour fabriquer un seul jean. C'est l'équivalent de 285 douches. Entre 10 000 et 20 000 tonnes. C'est le nombre de textiles détruits en France chaque année. C'est aussi le poids de 1 à 2 tours Eiffel. Des cimetières de vêtements monumentaux se forment dans les pays du Sud. Pourtant, ils sont loin d'être les premiers consommateurs de fast fashion. Retrouvez notre reportage dans l'un des plus grands cimetières de fast fashion au monde, au Chili, sur YouTube. C'est fou parce que cette vidéo-là, j'ai l'impression qu'elle rassemble pas mal de choses qu'on a dit précédemment, avec les métaphores, avec la façon dont c'est amené, avec ce prisme et aussi du fait que, peut-être culpabilisateur, et du fait qu'on est aussi un pouvoir qui peut aussi ensemble décider des choses. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi cette vidéo-là, Elodie? Parce que moi-même, j'aime beaucoup les vêtements et pour la fast fashion, c'est bien pour être à la mode. J'ai pris cette vidéo parce que j'aime bien les vêtements et moi-même, je suis la première à en consommer. Oui, et donc les chiffres t'ont surpris? Oui. Ils t'ont fait t'interroger ou pas? C'est quoi exactement qui t'a surpris dans cette vidéo? J'étais au courant un peu de la fast fashion et de la manière dont comment c'est fabriqué, mais pas d'avoir les chiffres concrets qui choquent. C'est encore cette façon aussi de mettre en scène les chiffres qui peuvent aussi permettre de choquer aussi. Oui, c'est sûr, parce qu'il faudrait les vérifier chacun et comprendre ce que ça veut dire. Parce que 11 000 litres le jeans, qu'est-ce que ça veut dire en fait? L'eau n'a de nouveau pas disparu, il faut voir. Donc, il y aurait moyen de s'arrêter. Et c'est ça le problème, c'est que la vidéo est un peu stromboscopique, donc les chiffres des fils, ils sont toujours ronds. 2 tours Eiffel, 11 000 litres. Alors que il y a sûrement des nuances, mais ça montre juste le besoin de simplification pour produire l'effet sur lequel on sera d'accord, c'est d'être sensibilisé à l'enjeu qui est derrière. Donc il y a une efficacité, mais il faut toujours pas prendre au pied de la lettre, quoi. C'est toujours un peu la difficulté. Oui, puis la vidéo, en plus, invite à aller voir un reportage plus complet. Est-ce que tu as été voir le reportage plus complet? Oui. Ah oui, génial. Oui. Et donc, il t'a aussi apporté plus de contenu, de connaissances dessus? Oui, on a vu... là, on montrait que des chiffres, mais on voyait vraiment la manière dont comment les vêtements sont faits et les étapes. Ok, les étapes, oui.
de fabrication. Oui. Est-ce que tu penses que justement ce genre de contenu permet de changer des habitudes aussi de consommation et aussi pas seulement de changer les habitudes, mais de vouloir essayer de changer le système? Moi, je trouve que oui. Enfin, en ayant vu la vidéo, j'ai pu me remettre en question et me dire que, d'arrêter d'acheter un vêtement juste parce que j'en ai envie et d'arrêter de surconsommer. Et pour voir si, en ayant vu la vidéo, je me dis, si j'achète ce t-shirt, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou alors, combien de temps il va me tenir? Alors, je le laisse et je n'en achète pas. Ok, on parlait aussi de greenwashing tout à l'heure. Est-ce que vous, dans les contenus justement qui vont plutôt dans le sens du greenwashing, est-ce que des fois vous passez sur du contenu où vous voyez que le contenu est plus créé pour faire oublier l'impact écologique des marques ou bien des fabricants de vêtements, etc. Oui. Des fois, on essaye de se voiler la face en montrant que on sait très bien vivre sans. Enfin, on essaye de montrer la face cachée de ce qu'il y a derrière juste un seul vêtement. Et ouais. Est-ce qu'on peut apprendre à repérer ces mécanismes de stratégie marketing qui permettent de justement masquer les effets négatifs? Oui, je pense. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas dupes, en fait, qu'on comprend assez vite l'argument environnemental qui vient qu'une publicité. Ensuite, ça se repère, oui, parce qu'il faut confronter les grandes entreprises à leurs promesses, en réalité. Si elles disent qu'elles font des efforts, très bien, mais où est-ce qu'ils se vérifient? Et puis souvent, ils font des efforts là où ce n'est pas forcément important. Ils vont peut-être vous dire que les vêtements sont vendus dans des sacs recyclés. Ça ne les empêche pas de absolument pas gérer les décharges de tissus qui s'accumulent de part et d'autre, ou de continuer à produire dans des conditions désastreuses environnementales. Donc en fait, le problème, c'est que tout ça est très opaque. On n'a pas accès à la manière dont un vêtement est produit en réalité. Il faut aller voir ce genre de reportages pour les connaître. Donc ça suppose que des journalistes soient actifs sur ces enjeux pour continuer à les dénoncer, les expliquer. Mais si quelqu'un qui ne serait pas soucieux de la question continuerait à consommer, il serait peut-être même rassuré par le slogan de greenwashing et du sac recyclé qui lui permet d'emporter chez lui 10 t-shirts. Ouais. Donc c'est tout le problème du greenwashing. Tu parles de slogan et ça tombe bien parce que notre prochaine séquence, c'est un qui a dit. Je vais vous donner des phrases, des citations, et vous allez essayer de deviner qui a dit ces citations qui ont rapport encore avec l'environnement. Okay ? C'est parti pour le qui a dit. La première qui, je pense, est plutôt simple. Je veux que vous paniquiez, je veux que vous ressentiez la peur que je ressens chaque jour. Qui, pour vous, a dit ça? Est-ce que c'est Vanessa Nakate, est-ce que c'est Greta Thunberg ou est-ce que c'est Camille Etienne? Non? Moi, je dirais Greta. Greta? Oui. Greta. C'est Greta Thunberg qui a dit ça en 2019. Greta Thunberg, c'est justement, vous ne la suivez pas, c'est pas votre génération, cette personne qui peut être considérée comme une influenceuse écologique? Si. Moi, je la connaissais au moment où elle a fait exploser Internet en militant pour le réchauffement climatique, mais j'étais encore assez jeune et maintenant, elle revient pour le conflit israélo-palestinien. Aussi. Citation 2. La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Est-ce que c'est Jean-Marc Jancovici? Est-ce que c'est Emmanuel Macron ou est-ce que c'est Greta Thunberg? Donc Jancovici, Macron ou Thunberg? Et la citation? La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Greta. Greta? Greta aussi. Je sais pas, c'est bien un truc que Macron pourrait dire, ça. Non, c'est Jancovici. Qui a d'ailleurs écrit, je trouve, une super BD qu'on peut hyper conseiller, c'est Le Monde sans fin, qui parle d'écologie et d'évolution du monde. Enfin, elle est incroyable, cette BD, si on veut comprendre et décrypter les choses. En tout cas, comment l'énergie est consommée et comment on peut mettre en place une sobriété énergétique. Je trouve que c'est une BD qui est hyper bien faite. Dernière citation.
Moi, ce que j'aime, c'est quand on me donne des solutions, pas des leçons. Moi, ce que j'aime, c'est quand on me donne des solutions, pas des leçons. Est-ce que c'est Marion Cotillard, est-ce que c'est Emmanuel Macron ou est-ce que c'est une publicité de Total Energy? C'est qui encore? Cotillard, Macron ou Total Energy? Moi, ce que j'aime, c'est quand on me donne des solutions, pas des leçons. Macron. Macron. Oh bah, Total alors, comme ça. Total. Et ben c'est Total, qui est pour moi un bon exemple de greenwashing du coup, parce qu'on essaye de détourner voilà, une phrase consensuelle pour faire oublier la pollution et la pollution de l'entreprise qui est Total Energy. Donc un point de plus pour Daniel. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Qu'elle vous aura appris des choses. Nous, on en a appris beaucoup, en tout cas, sur votre façon de consommer le contenu et de voir l'écologie sur les médias. Merci beaucoup. Merci à l'école Saint-Jean d'être venu. Merci Daniel Bonvoisin. Avec plaisir, merci. Et Merci. on se reverra en septembre pour une prochaine émission. Merci beaucoup.